Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus à cet atelier donc, qui s'appelle Coordination soviète et hégémonie ouvrière, auto-organisation et stratégie révolutionnaire. Vous voyez que le titre est un peu ambitieux. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de faire à la fois le plus court possible, mais pour essayer d'aborder et de traiter l'ensemble de ces questions qui sont pour nous des questions très importantes. Donc l'objectif, pour dire un peu de cet atelier, c'est essayer de comprendre le lien entre nos expériences dans la lutte des classes, les expériences qu'on a pu faire, y compris récemment, la coordination RATP-SNCF, la grève d'Honnête, la grève de Grand Puy, énormément les expériences à Neuhauser, dans l'aéro, dans d'autres secteurs, dans l'éducation, etc. Et comprendre le lien entre ça, entre ce qu'on fait dans la réalité, ce qu'on essaie de pousser comme cadre d'auto-organisation, etc., dans la lutte des classes, et notre stratégie. Donc pourquoi on fait ce qu'on fait dans la réalité, dans la lutte des classes, quand on a la possibilité d'y intervenir et de proposer une politique. Donc moi je voulais commencer ce topo d'une manière un peu conventionnelle, on va dire, en posant des questions, parce que je pense que moi j'ai fait le choix de centrer ce topo, cet atelier, sur des réflexions, en essayant en tout cas de faire des réflexions plus stratégiques et pas uniquement terre à terre par rapport à ce qu'on a pu vivre ces dernières années, les expériences que les uns et les autres, la plupart d'entre nous connaissent. Oui. Juste, au niveau du son, ça va, c'est pas trop fort pour vous? Ça va? Vous êtes sûr? Parce que je dis ça, parce que c'était... Oui, parce que moi je parle fort. Tu parles fort et Jean-Philippe hier c'était vachement bas, du coup c'est un peu fort. Ah, ok. N'hésitez pas à dire, ça peut être désagréable. Donc je disais que j'avais fait le choix de centrer le topo, juste de raconter entre guillemets ce qu'on a pu faire dans la lutte des classes, mais essayer de porter la réflexion un peu plus loin d'un point de vue de plus de notre stratégie. Donc j'ai fait le choix de commencer le topo de manière non conventionnelle en posant des questions. Donc moi la première question, notamment pour les camarades qui ont pu vivre des expériences dans la lutte des classes, pourquoi on cherche à construire des cas d'auto-organisation? Qu'est-ce que ça apporte à la classe? Qu'est-ce que vous pouvez, sur les expériences qu'on a vécues ces dernières années, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup trop loin, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 mots, les différents camarades là qui militent dans le mouvement ouvrier notamment, qu'est-ce que ça apporte à la classe? Pourquoi on cherche, nous, en tant que militants révolutionnaires, à construire des cas d'auto-organisation? Alors, soyez pas timides. La conscientisation politique des grévistes. Un peu plus fort parce que... En fait, ça permet aux grévistes d'avoir une conscience, enfin, d'avancer dans la conscience politique, en fait. D'avancer dans la conscience politique des grévistes. D'autres choses? Christian, vas-y. Waouh, il y a des gens qui ont la main. Ah, voilà. Simon? Aussi, ça permet que tous les salariés prennent en main leur grève et ils ne sont pas dépendants des syndicats ou autres. Très bien. D'autres choses? On dit qu'on veut organiser la société par en bas, donc c'est une première expérience dans les grèves, l'auto-organisation, les soviets. Enfin, les soviets, c'est quand même un stade plus avancé, mais voilà. Oui, ça peut permettre aussi, par exemple, quelque chose qu'on a beaucoup testé à la SNCF. Clem, tu veux dire un truc? Ouais, par exemple, dans la grève contre la réforme des retraites, ça a permis, quand il y a eu la trêve à Noël, de faire tenir la grève, justement, avec comment dire, vu qu'il y avait cette trêve-là, ça a permis que la grève elle tienne et on a organisé aussi notre propre plan de bataille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on faisait beaucoup de blocage de dépôts notamment. Et on a adopté une tactique qui est la tactique des dépôts tournants, c'est-à-dire qu'on allait bloquer un dépôt différent chaque matin. Et voilà, ça a permis aussi de dynamiser la grève alors que les directions syndicales, Elles voulaient qu'on rentre chez nous. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très bien. Enfin oui, il y a beaucoup d'éléments de ce que vous avez dit qui est très bien. Enfin, vas-y. Ouais, je sais pas, t'as fini le tour de salle, du coup? Parce Non, que vas-y. juste, il y avait un élément par rapport à la grève de Grand Puy, dont on avait fait l'expérience sur plutôt l'auto-organisation. Ça nous a aussi permis d'empêcher en fait les différentes stratégies des bureaucraties syndicales qui s'opposent, la CFDT, FO, la CGT, et qui
fait en sorte qu'en fait, vu que c'était les assemblées générales et les grévistes, peu importe leur carte, qu'ils soient cartés, syndiqués ou non, peu importe dans n'importe quel syndicat, ils étaient obligés, en fait, les bureaucraties syndicales de suivre les décisions des assemblées générales. Et ça les empêchait de trahir, même s'ils étaient prêts à le faire à tout moment, etc. Ils étaient obligés à chaque fois d'obéir à l'Assemblée générale qui est souveraine. Et ça, c'est un truc qui nous a permis notamment de tenir chez nous, par exemple, un syndicat comme Force ouvrière, qui est un syndicat qui est toujours prêt à aller dans le sens du patron, mais qui aime bien se repeindre en rouge, etc. Ça l'obligeait. Ça l'a obligé à tenir 45 jours avec nous, et nous, ça nous a permis en fait de faire vraiment l'unité entre les travailleurs, etc., malgré les différentes stratégies des bureaucraties syndicales pour leurs intérêts perso et tout. Oui, très, très bien. Ouais, je pense que c'est. Enfin, vous avez nommé. Il y a Joël. Moi, je suis France, c'est très bien qu'on se présente. On se lève ceux qui parlent. On se présente et qu'on se lève. Si on ne voit pas la personne qui parle, c'est un peu plus dur à écouter. Donc, moi, je suis France Industrie. Dans une grève, il faut savoir aussi que c'est un moment où on brise le cadre habituel du travail, quoi. Et donc, il y a des personnalités qui se révèlent. Et entre autres, quand il y a un mouvement, vous avez tout d'un coup des gens qui vont surgir des fois de nulle part et qui vont devenir des vrais militants, qui ont des super idées. Voilà. Par contre, vous avez d'autres syndicalistes qui sont bons dans la routine classique du syndicalisme et qui, face à un mouvement comme ça, où on risque tout un peu, comme ça, qui eux vont être un peu dépassés, dans leur routine, ils sont des bons militants de routine. Voilà. Donc, garder uniquement le cadre syndical par rapport à une grève, c'est pas adapté. Il faut un nouveau mode d'organisation. Et à chaque grève, un peu son mode d'organisation aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fétichisme. Vous voyez ? On y reviendra. Mais chaque grève a son mode d'organisation. Et par contre, il faut être attentif à permettre que la nouveauté arrive. Pour ça, il faut un cadre, alors on peut l'appeler comme on veut, mais qui permette que des gens tout d'un coup vont se révéler. Donc ça, c'est utile. Il y a plein d'autres aspects, mais ça, c'est un aspect très important parce que une grève, il faut d'abord, avant la préoccupation première de tous les grévistes, c'est l'efficacité. Bon, il faut expliquer que c'est très efficace de permettre à toutes les énergies qui veulent s'engouffrer, sans leur demander à l'avance est-ce que vous êtes délégué du personnel, machin, depuis 10 ans, ou je ne sais pas quoi, de donner leur avis, de trouver des super idées. Merci à tous les camarades. Je ne sais pas s'il y a d'autres camarades qui veulent dire un mot, mais je pense que c'est intéressant et ça permet de faire une première vision en fait à partir des expériences réelles qu'on a pu vivre. Qu'est-ce que l'auto-organisation peut apporter à la classe. Moi, on va essayer dans le topo de tout ça, c'est très bien, hein, mais on va essayer dans le topo d'aller un peu plus loin et d'essayer de creuser quelques éléments, notamment je vais commencer par essayer d'expliquer et d'aborder ce que c'est que l'hégémonie, déjà l'hégémonie tout court et l'hégémonie ouvrière, parce que c'est pour nous quelque chose de très important, y compris pour construire et pour comprendre pourquoi on construit les cadres d'auto-organisation. Et c'est quelque chose souvent, moi j'ai des collègues, des camarades qui nous ont rejoints dans le mouvement ouvrier et qui arrivent et qui disent ouais, vous parlez d'hégémonie, mais ça veut dire quoi, c'est quoi ce truc, voilà, c'est un mot en tout cas qui n'est pas très habituel et c'est vrai que nous on l'utilise beaucoup et on essaye de faire comprendre entre guillemets de pourquoi on le fait et pourquoi c'est un concept central pour discuter la question de l'auto-organisation. Donc la question de l'hégémonie, on pourrait la définir simplement comme le leadership, la domination, la direction. Et dans le marxisme, quand on parle d'hégémonie bourgeoise, déjà l'hégémonie de la classe bourgeoise, c'est la domination tout simplement de la classe capitaliste, non seulement par la force, par la répression, par l'appareil de l'État avec ses forces de répression, mais c'est aussi au travers tout un tas de mécanismes et d'institutions en fait que la bourgeoisie utilise pour faire en sorte que les classes dominantes, les classes dominées, les secteurs opprimés de la société acceptent sa domination. Est-ce que vous pouvez me dire, vous savez sûrement, mais quelles sont ces institutions-là ? On peut en citer plusieurs, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'institutions au travers de laquelle la bourgeoisie exerce sa domination ? L'éducation nationale.
dit l'éducation nationale, ouais. Les médias, oui, très bien. L'État, oui, mais l'État, au-delà de l'État. La justice. Quoi? Syndicats, quelqu'un a dit les syndicats. Ouais. Ça, on y reviendra après. Mais oui, aussi. Oui, la justice, le Parlement, tout simplement les élections, par exemple. Tous les 5 ans, on nous demande de voter pour qui sont les personnes qui vont nous exploiter, nous dominer et décider pour nous pendant 5 ans à venir. Donc ça, c'est aussi une manière, un mécanisme très important. Donc voilà, donc ça c'est ce que dans le marxisme on appelle l'hégémonie bourgeoise. Et quand on parle, nous, en tant que militants révolutionnaires, on dit souvent on cherche à construire l'hégémonie ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hégémonie ouvrière? Donc pour nous, ça veut dire simplement, c'est donner les moyens de pouvoir construire des alliances et d'exercer au niveau, enfin à partir de la classe ouvrière en fait, des alliances avec les autres secteurs opprimés de la société. Et ça, c'est en vue, pas seulement de construire des alliances pour lutter, pour arracher des petites miettes, etc., mais en vue de conquérir le pouvoir des travailleurs, des travailleuses. Et pour ça, il faut 2 choses importantes qu'on va essayer d'approfondir dans la discussion. C'est d'une part que la classe ouvrière, elle se montre comme une force déterminée, c'est-à-dire qu'elle montre qu'elle peut contrer les attaques, qu'elle peut se défendre, qu'elle peut lutter, qu'elle peut faire face à la répression de l'État, qu'elle peut faire face aux classes dominantes qui cherchent à nous exploiter, à nous écraser, et aussi qu'elle prenne en compte, justement, pour construire ces alliances-là, qu'elle prenne en compte les revendications des autres secteurs opprimés de la société, qu'elle ne se contente pas de lutter pour ses revendications à elle, corporatistes, mais qu'elle cherche aussi à prendre à bras le corps, en fait, les revendications et les problématiques, on va dire, des autres secteurs opprimés de la société. Pour donner un exemple donc de quelles pourraient être ces revendications, après si vous en avez d'autres, vous pouvez les dire. Par exemple, nous on défend beaucoup un mot d'ordre qui est de repartir le temps de travail entre toutes les mains disponibles. Ça veut dire travailler moins pour travailler tous, y compris on articule beaucoup cette question avec la question de la fin des contrats précaires par exemple. Et ça, qu'est-ce que ça... C'est pas juste un mot d'ordre parce que c'est sympa et parce qu'on est gentil avec ceux qui n'ont pas de travail. C'est que, en fait, ça a une logique, c'est que ça nous permettrait de forger des alliances entre les travailleurs en CDI, les travailleurs en CDD, les intérims, les travailleurs qui n'ont pas de travail, ceux qui sont au chômage. Et ça pourrait, par exemple, construire des alliances très fortes en interpellant aussi des secteurs de la classe qui sont très touchés par le chômage, par exemple, comme les quartiers populaires, la jeunesse des quartiers populaires, etc. Donc les mots d'ordre que nous on défend, les revendications qu'on met en avant, c'est pas juste que ça sort de notre tête comme ça, c'est que on cherche à construire, à forger cette hégémonie de la classe ouvrière. Est-ce que vous avez, ça vous vient à l'esprit d'autres exemples d'autres revendications qui pourraient jouer ce rôle de construire l'hégémonie de la classe ouvrière? Est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent comme ça à l'esprit? La lutte antiraciste, ouais. Moi, je me rappelle par exemple à l'époque du confinement avec les camarades de la RATP, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas en région parisienne, il y avait un renforcement très important de la répression des violences policières, des contrôles aux faciès dans les quartiers, etc. Et nos camarades de la RATP, ils avaient fait une vidéo où ils dénonçaient justement la question des violences policières. Ils disaient la police hors de nos bus. Enfin, je ne sais plus comment Yacine il pourra. Je me souviens pas exactement ce qu'on avait formulé comme truc, mais c'était pour dénoncer cette violence policière qui se passait dans les bus, en cherchant y compris la complicité des chauffeurs de bus RATP qui conduisaient les bus dans les quartiers populaires, qui amenaient les jeunes, etc. Donc ça, c'est quelque part un lien, ce que tu dis, c'est très important. Et après, il y a un autre truc qui est plus, pour donner un exemple plus historique, mais on pourra y revenir dans la discussion, un peu au niveau de la révolution russe, par exemple, l'alliance que les bolcheviks ont pensé comme très importante, c'était l'alliance entre la classe ouvrière, qui était une minorité de la population en Russie à l'époque, avec les paysans qui étaient la majorité écrasante de la population à ce moment-là. Et cette alliance-là, elle était très importante pour justement construire une majorité, gagner en influence pour que la classe ouvrière elle puisse prendre le pouvoir.
Donc voilà, donc pourquoi, enfin ça, je ne sais pas si ça va jusqu'ici, c'est clair, c'est quoi, enfin qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'hégémonie ouvrière? C'est un concept très important. Et pourquoi ce concept d'hégémonie ouvrière est très important pour les révolutionnaires? Pourquoi c'est une question centrale? Il y a un truc qui est important à comprendre, et je pense souvent, on est face à voilà, des camarades, à des collègues qui nous disent oui, mais les gens ils se mobilisent pas, oui, mais tu vois, nous on est révolutionnaires, mais autour de nous, les gens ils veulent juste se concentrer sur leurs petits trucs, etc. Ils nous écoutent pas, ils veulent pas se mobiliser. Et la réalité, c'est que les révolutionnaires, les idées révolutionnaires, ne peuvent pas, de par la société même dans laquelle on vit, comment la société capitaliste est structurée, les idées révolutionnaires, elles ne peuvent pas conquérir, ne peuvent pas arriver à toucher la majorité de la classe en dehors des périodes révolutionnaires de lutte des classes aiguës, en fait, qui sont ces moments-là où la conscience, elle va avancer très très vite par rapport à des moments, par rapport au truc plus quotidien qu'on vit tous les jours, etc. Et Trotsky va beaucoup insister sur ça, par exemple dans les années 30, toutes les discussions dans Où va la France, etc. Il va beaucoup insister sur cette question-là. Et quelque part, la leçon de ça, c'est les masses, elles ne deviennent pas révolutionnaires comme ça parce qu'ils se sont levés un matin. Elles deviennent révolutionnaires par nécessité. C'est quand il y a des crises économiques, des transformations profondes de la société qui les poussent à devoir se battre, qu'elles le font. Et c'est à ces moments-là que les révolutionnaires, ils ont la possibilité, en tout cas, de toucher beaucoup plus largement que les idées, les petites centaines ou voire milliers, parce qu'il y a eu des partis où il y avait beaucoup plus de monde que ce qu'on peut voir aujourd'hui, par exemple, dans l'extrême gauche en France. Mais même ça, c'est pas suffisant. Pour diriger un processus révolutionnaire, il faut que les idées révolutionnaires, elles arrivent à toucher la majorité, à gagner la majorité de la classe. Mais ça peut pas se faire en dehors des périodes des luttes des classes aiguës. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que les cas d'auto-organisation qui dépassent justement, qui mélangent en fait les différents syndiqués, des différents syndicats, les non-syndiqués, les secteurs plus opprimés, etc. Ces cadres-là, c'est des cadres de front unique, c'est-à-dire où différentes organisations vont défendre différentes idées, où il va y avoir des révolutionnaires, des réformistes, des gens qui pensent qu'il faut faire la révolution, des gens qui pensent qu'il faut transformer les institutions de la bourgeoisie dont on parlait tout à l'heure, et les rendre meilleures, etc. Il va y avoir d'autres personnes qui ont d'autres idées qui vont les proposer dans ces cadres-là, et c'est dans ces cadres-là où cette bataille politique se mène, et où les révolutionnaires, au travers de l'expérience, peuvent conquérir la majorité de la classe. Donc ça, c'est une question importante, et ce qu'il faut voir, c'est que la manière dont la bourgeoisie va construire son hégémonie au fur et à mesure, enfin au fil du temps, ça va changer avec le temps, ça va changer avec l'histoire, et au cours de l'histoire et par rapport au phénomène de la réalité. Il y a, pour comprendre ça, pour voir de quoi on parle, y compris pour rebondir sur ce que disait le copain tout à l'heure sur la question des syndicats. Au début du XXe siècle, il y a un phénomène très marquant, c'est la création des partis ouvriers très importants et un processus de syndicalisation très important au début du XXe siècle. Il y a la révolution russe, il y a ce qu'on appelle aussi beaucoup de marxistes et même des historiens, etc., ont analysé la crise du parlementarisme dans l'entre-deux-guerres, où on voit surgir des phénomènes comme le fascisme, ou même un renforcement de l'appareil politico-militaire, le bonapartisme, etc. Et ces phénomènes-là, ces changements dans la lutte des classes, ces changements dans la réalité, font que la bourgeoisie, pour continuer à dominer les classes, les secteurs opprimés de la société, elle doit changer sa manière de faire son hégémonie, d'exercer sa domination. Et comment elle va le faire concrètement? Qu'est-ce qu'elle va faire pour s'adapter et continuer à exercer sa domination? Notamment, il y a un concept d'un marxiste italien qui s'appelle Antonio Gramsci qui va parler de l'État élargi. C'est-à-dire que la bourgeoisie, elle va chercher à non seulement ne pas se contenter de dominer au travers les institutions qu'on a citées tout à l'heure, l'État, les forces de répression, plus les institutions qui l'amènent à construire son hégémonie, mais elle va aussi utiliser
des organisations de masse comme les syndicats, qui auparavant étaient considérés comme faisant partie de la société civile, entre guillemets, et qui maintenant ils vont, et c'est pour ça État élargi, l'élargissement de l'État, pour continuer justement sa domination, et donc va commencer donc, par intégrer évidemment pas l'ensemble des syndicats, mais les bureaucraties, les directions de ces syndicats, les couches supérieures de ces organisations syndicales, qu'elle va essayer d'écoopter par différentes manières pour continuer justement à exercer sa domination. Donc, pour résumer, la classe capitaliste, elle va, à partir de ces phénomènes du début du XXe siècle, exercer sa domination de classe, son hégémonie, non seulement à travers l'État et ses institutions, au travers des institutions qu'on a dit, mais aussi au travers des organisations de masse qui sont les syndicats. Trotsky, il va faire une définition, il va dire la bureaucratie syndicale, elle joue le rôle de police politique au sein même du mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'elle va chercher à contrôler, à jouer le rôle de freiner la lutte, de ne pas chercher à organiser la confrontation avec l'État, avec le patronat, etc. Donc ça, c'est à ce moment-là, il y a un nouveau problème qui surgit pour les révolutionnaires, c'est-à-dire que les organisations de masse, les syndicats qui étaient censés défendre nos intérêts, qui étaient censés défendre les intérêts des travailleurs face au patronat, etc., obtenir des améliorations, des acquis sociaux, ils vont devenir des agents de la bourgeoisie au sein même du mouvement ouvrier. Les bureaucraties syndicales, elles vont devenir la police politique qui cherche à contenir la colère. Donc ça, c'est un élément très important, je pense, à comprendre. On pourra débattre, discuter aussi autour de ça dans la discussion. Et pour aller un peu plus loin et venir plus à notre époque, il y a encore des transformations, il y a des nouvelles transformations qui s'opèrent, notamment dans ce qu'on a appelé l'époque néolibérale, donc à partir des années 80, etc. Et nous, on utilise souvent un terme militaire, on dit quel est le nouveau, nous, on doit toujours penser, les révolutionnaires, on doit toujours penser quel est le théâtre d'opération, quel est le scénario dans lequel se déroule la lutte des classes, parce que c'est dans la lutte des classes qu'on intervient et qu'on mène notre politique et qu'on essaye de gagner que les idées révolutionnaires gagnent de l'influence dans la classe. Donc quel est ce nouveau théâtre d'opération dans lequel on vit aujourd'hui? Quel est le scénario dans lequel la lutte des classes se développe aujourd'hui? Et pour dire deux choses qui sont, à mon avis, très importantes et qui sont en lien avec toute la question de l'hégémonie ouvrière et de comment on va construire l'hégémonie ouvrière aujourd'hui, c'est d'une part la division et l'éclatement généralisé de la classe, la division de la classe ouvrière dans cette époque néolibérale. C'est des transformations qui ont commencé avec le Fordisme, avec l'après-seconde guerre mondiale, etc., mais qui se creusent beaucoup avec toute la période néolibérale et toutes les attaques aux conditions de travail. Suffit de penser en fait comment par exemple les contrats précaires se sont généralisés à cette époque-là, à partir des années 80-90. Donc on voit des secteurs, une classe ouvrière plus aisée en fait qui a un pouvoir d'achat entre guillemets plus important, qui a la possibilité de prendre des crédits, etc., de plus consommer. Et de l'autre côté, on a une classe ouvrière très précarisée, très précarisée. On voyait hier le truc raconté Raph à la table ronde sur la nouvelle génération ouvrière, une classe ouvrière très précarisée, en CDD, intérim, sous-traitance. Maintenant, il y a le phénomène de l'ubérisation aussi, qui est, même si formellement c'est des travailleurs indépendants, entre guillemets, c'est une forme de précarité très importante par rapport à ça. Et tout ça, c'est cette question, cette division, ce saut dans la division de la classe ouvrière qui a opéré dans les années 80, il a été accompagné de tout un discours qui a été très important. Je pense que ça a impacté même les organisations d'extrême gauche, de dire que voilà, c'est la fin de l'histoire, le capitalisme c'est un horizon indépassable, le fameux There is no alternative des Thatcher, etc. Tout ça, ça vient quelque part faire accepter ces divisions de la classe ouvrière et ce coup à la subjectivité de la classe. C'est-à-dire que maintenant, on a une classe qui est tellement divisée, tellement éclatée, qu'elle va avoir du mal à se reconnaître comme telle, en fait, à se reconnaître comme classe travailleuse. Et ça, c'est un élément, c'est une grosse victoire d'ailleurs de la bourgeoisie dans les années 80 à avoir imposé ça d'un point de vue subjectif à la classe ouvrière.
Et en France en particulier, cette époque-là, dans les années 80, et dans d'autres pays impérialistes, il y a un phénomène de chômage de masse, une crise économique, des licenciements, des industrialisations aussi qui touchent des gros bataillons de la classe, y compris qui avaient été la pointe avancée de nombreuses luttes, comme les secteurs de la métallurgie, des mines, de la sidérurgie, etc. Donc ça, c'est cette question de la division de la classe, c'est un premier, disons, un premier élément à avoir en tête pour comprendre le théâtre d'opération dans lequel nous, on doit construire l'hégémonie aujourd'hui. Et le deuxième, c'est un énorme saut dans l'adaptation des directions syndicales à l'État. Ça, je pense que je n'ai pas trop besoin de l'illustrer quand on voit voilà, la question du dialogue social à tout va, etc. Ça, c'est vraiment le symptôme ou le symbole de ça, quoi. Qui cherche voilà, un saut, le rôle des directions syndicales réformistes et politiques. Enfin, je pense syndicales et politiques, hein, c'est pas que les directions syndicales, mais on va pas rentrer dans ça maintenant, mais des partis réformistes en fait qui ont une influence dans la classe, qui jouent aussi ce rôle-là de contenir la colère, de la dévier via les institutions, etc., de rentrer justement dans le dialogue social. Ça, c'est un fait marquant. En tout cas, il y a un saut pendant l'époque néolibérale, et c'est dû il y a y compris des phénomènes comme une crise énorme de syndicalisation dans les années 80, en France en particulier, qui s'explique par plusieurs raisons. Il y a un sociologue qui écrit pas mal sur des questions de l'histoire des syndicats en France, etc., qui s'appelle Stéphane Siro. Il va dire de la CGT et de la CFDT, même s'il ne met pas les deux sur le même plan, mais il va dire de ces deux grosses centrales syndicales en France qu'ils ont un rôle d'atténuation des conflits et de cogestion. Donc voilà, ça c'est une définition, mais qui à mon avis est assez intéressante parce que ça montre le rôle de ces directions-là. Et cette crise de syndicalisation en France, qui s'opère à ce moment-là dans les années 80, à mon avis, elle s'explique avec deux éléments. Donc d'une part, la question de la division de la classe, c'est-à-dire que cette division qu'on a vue, après, il y a un corrélat de ça dans les organisations syndicales, parce que les organisations syndicales, elles vont, de par leur nature y compris, on pourra y revenir après, elles vont toujours organiser une petite partie de la classe ouvrière. Il suffit de voir les taux de syndicalisation, et c'est souvent les secteurs les plus aisés. Enfin, quand je disais la classe ouvrière plus aisée, la classe ouvrière plus précarisée, vous voyez bien, enfin, dans les endroits où tu as ton contrat, enfin, si demain tu peux venir bosser ou pas, dépend de si ton patron il aime ta gueule. Enfin, du coup, si tu ouvres ta bouche et que tu dis que ça va pas et que tu t'organises avec tes collègues, tu es sûr que le lendemain tu n'auras plus de travail. Donc forcément, et les syndicats, comme ils ont accepté cette division, ils ne cherchent pas à la combattre. En fait, ils souffrent aussi, entre guillemets, de cette division de la classe qui a des conséquences dans le niveau de syndicalisation. Et l'autre, qui est très important, l'autre raison pour laquelle il y a cette crise de syndicalisation en France dans les années 80, c'est le rapport des directions syndicales avec la gauche au pouvoir. Et ça, c'est un truc très important parce que on le voit, y compris, on pourra revenir après dans la discussion, moi je vais y parler un petit peu après, sur les expériences des coordinations dans les années 80. Par exemple, il y a la coordination cheminote en 86, la coordination d'Air France. Joël, c'est un des protagonistes, donc il pourra nous en parler après. En 88, il y a la coordination des infirmières. Tout ça s'explique, ces phénomènes d'auto-organisation qui émergent et qui, on y reviendra après, mais c'est des éléments, des phénomènes assez poussés d'auto-organisation qui s'expliquent aussi par ce soutien des directions syndicales au gouvernement de gauche à l'époque, et en disant quand même c'est la gauche au pouvoir, faut être raisonnable, on va pas trop faire grève, etc. Et ça existe dans de nombreux il y a des nombreux exemples qui montrent ça, quoi. Donc voilà, et après il y a aussi un peu tout un débat sur la question de la grève comme méthode de lutte, qui est remise en question à ce moment-là. On voit, pour ceux qui connaissent un peu, la CFDT à l'époque va développer tout un raisonnement, y compris dans les textes internes de congrès, etc. Et ils partent de recentrage. Ils disent en gros, la grève, c'est plus d'utilité, c'est plus d'actualité, etc.
Pour la CGT, nous en tout cas chez les cheminots, on a vu ça plus récemment, quoi, après 95, etc., notamment les dernières grèves, la grève perlée contre la réforme ferroviaire, c'était en mode, voilà, une grève clairement pour négocier. On fait grève 2 jours, on s'arrête 3 jours, on va négocier. Et un des arguments des directions syndicales pour nous dire pourquoi on ne faisait pas de grève reconductive, c'était parce que c'était plus de toute façon se faire remplacer, ça ne sert plus à rien, etc., etc. Donc il y a une remise en question de la méthode de la grève. Et voilà, donc ça c'est le saut dans l'adaptation des directions syndicales et la division de la classe sont 2 phénomènes, 2 éléments très importants qui expliquent et qui permettent de comprendre ce nouveau théâtre d'opération dans lequel nous on va faire de la politique, dans lequel on va militer, et comprendre ça, c'est nécessaire pour comprendre quelles sont les difficultés qu'on va avoir aujourd'hui pour construire cette hégémonie ouvrière, c'est-à-dire cette alliance entre la classe ouvrière et les différents secteurs opprimés de la société, et que les révolutionnaires vont devoir affronter, notamment quand on va se confronter à la tâche de construire des cadres d'auto-organisation. Donc de tout ce que je viens de dire, j'espère que je ne vous ennuie pas et que c'est pas très... Okay. Il y a 2 éléments à mon avis qui se dégagent, qui sont très importants pour la suite et pour les sujets que nous on veut aborder. Il y a 2 conclusions qu'on peut tirer de tout ce que je viens de dire. C'est d'une part la nécessité de construire un programme et d'avoir un programme, c'est-à-dire des revendications, des mots d'ordre, un programme pour l'unité de l'ensemble de la classe. C'est-à-dire ce que le patronat cherche à diviser, nous les révolutionnaires, on cherche à l'unir pour pouvoir lutter ensemble et avoir plus de force. Et ça, c'est donc l'unité de la classe. Forcément, c'est en prenant en compte et en prenant en considération l'ensemble des questions qui touchent l'ensemble des secteurs opprimés de la société. Et pour illustrer ça, Lénine il va utiliser un terme qu'on aime beaucoup aussi, qui est le terme du tribun du peuple, et qui l'utilise pour l'opposer à la notion et à l'idée du simple syndicaliste, entre guillemets. Lénine dit le tribun du peuple doit savoir réagir contre toute manifestation d'arbitraire et d'oppression, où qu'elle se produise, quelle que soit la classe ou la couche sociale qui est à en souffrir, sachant généraliser tous ces faits pour composer un tableau d'ensemble de la violence policière et de l'exploitation capitaliste, sachant profiter de la moindre occasion pour exposer devant tous ses convictions socialistes, pour expliquer à tous la portée historique de la lutte émancipatrice du prolétariat. Ça, c'est l'idée de tribun du peuple de Lénine, c'est-à-dire justement dresser un tableau d'ensemble pour expliquer à quel point la société capitaliste exploite, broie, etc. Ça, c'est un élément, donc c'est une première conclusion, entre guillemets, de ce nouveau théâtre d'opération, la nécessité de ne pas être des simples syndicalistes, mais aussi des tribuns du peuple, pour pouvoir dresser un tableau d'ensemble de la société. Et la deuxième conclusion importante, c'est, par rapport à tout ce que je viens de dire, le rôle des directions syndicales, etc., c'est évidemment la centralité, pour nous en tout cas, dans notre stratégie, de la bataille contre la bureaucratie syndicale, qui est clairement un obstacle à cette unité de la classe. C'est pour ça aussi qu'on bataille contre, c'est pas parce que juste c'est des gens méchants, etc., que par ailleurs, ils ont des privilèges et tout ça, c'est que c'est un obstacle à ce que la classe puisse s'unifier autour de revendications communes et d'une stratégie commune. Et ça fait partie, on y reviendra après, mais ça fait partie des divergences qu'on a avec les autres organisations d'extrême gauche. En tout cas, c'est des discussions qu'on a pu avoir. Donc, quelque part, pourquoi cette centralité de cette bataille politique? Parce que la bureaucratie syndicale, son rôle, c'est justement de rentrer dans le dialogue social et de freiner la lutte, de quelque part accepter cette division de la classe, justement pour que ça leur échappe, pour que le contrôle qu'ils ont sur les salariés leur échappe pas et puissent pas aller plus loin de ce qu'ils voudraient, parce qu'ils veulent de toute façon juste négocier, etc. Donc voilà, donc pour finir cette première partie, en ce sens, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, la lutte pour reprendre les syndicats des mains de la bureaucratie, pour nous, elle est indissociable d'une politique qui aille au-delà justement du corporatisme syndical, c'est-à-dire qui ne se limite pas à juste penser les questions de chaque secteur et qui permette
justement au travers des instances d'auto-organisation, de coordination, etc., de déployer l'ensemble de l'énergie de la classe et pour construire cette hégémonie de la classe ouvrière qui vise à poser la question du pouvoir. Voilà, ça jusqu'ici ça va. Sûr. Vous avez des questions, des choses ou non? C'est clair, il y a... Bon, sinon après on pourra y revenir dans la discussion. Ils sont sages. Hein? Ils sont sages, personne. Ouais. Donc maintenant, on va aborder une question qui est un peu plus... non, enfin, c'est pas plus difficile, mais la question des soviets. Après, on l'utilise beaucoup. On dit beaucoup, on est pour une stratégie soviétiste. On est de l'équipe de Lénine, nous, qui dit on a besoin du soviet et du parti, etc. Je vais essayer d'expliquer ces éléments-là. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un soviet? Parce que je ne sais pas si tout le monde sait, mais du coup, on va d'abord faire une petite définition. Donc, soviet, ça veut dire tout simplement conseil en russe, donc conseil. Et c'est quelque part la forme la plus avancée de front unique des masses en lutte qui ait jamais existé jusqu'ici. En tout cas, c'est ce que la classe a donné comme l'expérience la plus avancée, l'exemple le plus avancé de front unique des masses en lutte. Les soviets ont vu le jour pour la première fois la révolution russe de 1905, qui est une révolution qui a été défaite par ailleurs. Ils surgissent au début c'est des conseils, des délégués ouvriers, donc ils surgissent au début au sein des usines pour ensuite s'élargir d'un point de vue géographique et territorial à d'autres secteurs, à d'autres villes, à d'autres secteurs de la société. Il y aura par la suite des soviets de soldats, des paysans, etc. Enfin voilà, ça va s'élargir. Et en 1905, déjà parmi les premiers soviets, on voit énormément de trucs intéressants, c'est-à-dire que c'est des organismes où les ouvriers, par exemple, vont contrôler les prix des marchandises, etc. Ils obligent, par exemple, dans certaines usines, ils vont obliger les dépôts des nourritures, donc on pourrait imaginer un futur soviet de Neuser faire pareil. Ils obligent par exemple à distribuer la nourriture aux ouvriers pour quand il y a des crises économiques, la famine, etc. Ils obligent les entreprises à distribuer la nourriture aux ouvriers. Ils s'opposent par exemple, ils arrivent à empêcher dans certains endroits que les ouvriers qui sont logés dans des logements de l'entreprise, on pourrait penser au logement SNCF aujourd'hui, ceux qui font grève, ils voulaient se faire virer par les patrons, les soviets, ils empêchent ça, ils s'occupent aussi de patrouiller la ville, il y en a qui sont armés, etc. Donc c'est vraiment des cadres d'organisation qui organisent la vie, l'économie, la production, etc. Donc c'est très important et c'est très intéressant comme phénomène. Il y a un journaliste américain qui a vécu en Russie au moment même de la révolution qui s'appelle John Reed, que vous connaissez peut-être. Il a écrit un livre très connu qui est Les 10 jours qui ébranlèrent le monde. Mais il a aussi écrit une petite brochure qui s'appelle Les Soviets en action, qui est très intéressant parce que voilà, ça raconte plein d'anecdotes. C'est super intéressant à voir. Et après, il y a plein d'autres personnes qui ont écrit sur les soviets que vous pouvez consulter. Donc voilà, pour dire les soviets, c'est donc des espèces de lieux de rencontre de la classe ouvrière et de contact de la classe ouvrière avec d'autres secteurs de la société, d'autres secteurs opprimés, d'abord donc dans les usines, mais après ça s'élargit à d'autres secteurs. Et c'est quelque part dans ces cadres-là que les ouvriers commencent à penser à prendre en charge des tâches d'organisation de la vie, de l'économie, comme je disais. L'approvisionnement, par exemple, c'est des choses qui sont discutées, le contrôle des prix, de la production, de ce qui est produit. Tout ça, c'est les soviets, les masses, enfin les ouvriers auto-organisés qui commencent à prendre en charge ces questions-là. Et quelque part, quand cette situation d'auto-organisation elle va se généraliser, c'est là que commence à émerger quelque chose que nous on appelle la dualité des pouvoirs. Et c'est quelque part la forme que va prendre la lutte pour l'hégémonie ouvrière, la forme que ça prend en termes organisationnels, c'est la question de la dualité de pouvoir. Dualité de pouvoir, pourquoi? Parce qu'on a d'un côté
le pouvoir de la bourgeoisie qui continue d'exister avec l'État, les institutions, etc. Et de l'autre côté, un pouvoir naissant, un pouvoir ouvrier qui s'auto-organise à la base et qui commence à tisser des liens, à construire une alliance avec les autres secteurs opprimés de la société. Donc ça, quand on a dit ça, on a dit, enfin c'est clair, si vous pensez à des débats qu'il peut y avoir aujourd'hui, donc dualité de pouvoir, on voit que c'est le contraire totalement des logiques de front populaire, des alliances avec la bourgeoisie, etc., ou de réformer les institutions de l'intérieur, etc. L'expérience des soviets, c'est au contraire un pouvoir ouvrier naissant qui s'organise et qui commence à rentrer en concurrence, à concurrencer le pouvoir de l'État, quoi. Et donc ça, c'est important. On pourrait imaginer, y compris concrètement, je disais le futur soviet de Neuser, mais on pourrait penser à Grand Puy ou même dans les transports, la question du contrôle ouvrier. Quand on parle de contrôle ouvrier, quelque part, nous, on a ça en tête, quoi. Enfin, c'est pas juste voilà, comme une fin en soi. Et voilà, donc ça c'est important. Et après, comme je disais au début, quand je parlais des soviets, la révolution donc, de 1905, qui est la première à voir naître les soviets comme cadre d'auto-organisation très poussé, c'est une défaite. Et une des principales leçons de cette révolution, ça va être justement que ce qui a manqué pour que ces phénomènes d'auto-organisation très poussés aillent jusqu'au bout de cette dualité de pouvoir et qui arrive à parce qu'on dit tout le temps la question de la dualité de pouvoir, c'est une question transitoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une société où il y a l'État, le pouvoir de la bourgeoisie qui existe, etc., qui a ses institutions qui organisent la vie, et de l'autre côté un pouvoir ouvrier qui de son côté organise la vie, etc. Au bout d'un moment, il va y avoir un affrontement, et ces deux formes de pouvoir vont rentrer en contradiction, et c'est soit l'un qui va gagner, soit l'autre. Donc c'est une question très importante, et c'est pour ça que nous on dit la question de l'auto-organisation, de la dualité de pouvoir, etc., c'est très important, mais ça ne suffit pas pour gagner, et que de ce point de vue-là, le rôle du parti, le rôle de l'organisation politique qui va penser justement la question de la stratégie, la question du programme, la question des mots d'ordre, des revendications, de comment se préparer à l'insurrection, etc., une question centrale. Et voilà, c'est précisément parce que ce double pouvoir qui peut s'instaurer, qui peut arriver à s'instaurer, ça a existé dans l'histoire. Si le prolétariat n'est pas préparé pour aller jusqu'au bout, en fait, c'est la bourgeoisie qui va prendre le dessus, qui va écraser le pouvoir ouvrier naissant et qui va en finir avec cette situation qui l'incommode fortement. Du coup, au moment de la mise en place des soviets, il n'y a pas d'expropriation de la bourgeoisie. Il y a une forme de cohabitation. Ouais, en fait, il y a différents moments de l'histoire. Tu as la révolution de 1905, après il y a la révolution de 1917, et tu as des trucs, oui, où en fait les travailleurs ils prennent le contrôle des usines, etc. Après, ça va être un processus en fait qui va aboutir, en tout cas pendant la révolution de 1917, avec la prise du pouvoir par les bolcheviks, quoi. Mais c'est des phénomènes contradictoires. Il n'y a pas de fait, si tu veux, il n'y a pas une loi peut-être, tu vois, mais de fait, la bourgeoisie commence à être expropriée quand tu as les ouvriers qui sont à l'intérieur des usines, etc., quoi. Et par rapport à ça, sur la question du rôle du parti et sur le fait que les cadres d'auto-organisation ne suffisent pas, c'est important. Lénine, il va insister, notamment dans un texte qui s'appelle Nos tâches et le soviet des députés ouvriers, il va beaucoup insister justement entre cette fameuse phrase soviet et parti, donc de dire qu'il faut les deux, quoi, que nous on n'est pas, on est pour l'auto-organisation, mais le rôle du parti il est très important. Et Trotsky va insister aussi beaucoup contre tout fétichisme des soviets, dans le sens où il va dire qu'il s'agit d'une forme organisationnelle, il s'agit de quelque chose qui est très important, etc., mais que la clé c'est le contenu, c'est le programme et la direction politique qu'elles ont. D'ailleurs, en Russie, il va y avoir des moments où il va y avoir des soviets, enfin je disais la révolution de 1905, il va y avoir des soviets, mais qui sont dirigés par des forces conciliatrices, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, etc., et qui ne vont pas chercher à mener la lutte pour le pouvoir jusqu'au bout, qui ne vont pas chercher à résoudre, dans le sens de pouvoir ouvrier, cette dualité de pouvoir qui existe. Donc voilà, donc ça c'est important pour voir
d'un point de vue, même si c'est pas quelque chose qu'on va voir tout de suite peut-être, enfin on sait jamais, mais des soviets, mais pour comprendre en fait le sens plus profond de la question de l'auto-organisation. Et après, quand on regarde dans la quasi-totalité des processus de la lutte des classes dans les dernières décennies, même depuis la fin du 19e siècle, l'ensemble des processus de la lutte des classes, ou la quasi-totalité, il y a des formes d'auto-organisation qui existent, qui émergent, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. On peut penser à la Commune de Paris, ou à d'autres trucs. Enfin, je sais pas, il y a des expériences de comité d'usine, d'AG Interpro, de coordination comme il y a eu dans les années 80, dont on va parler un petit peu après. Il y a au Chili, par exemple, l'expérience, pour ceux qui connaissent, l'expérience chilienne des années 70, c'est les cordons industriels, etc., qui prennent aussi en charge un certain nombre de tâches d'organisation de la vie, de l'économie. Et voilà, où les soviets et conseils qui sont, comme je disais, la forme la plus aboutie, en tout cas de cas d'auto-organisation. Voilà. Et donc les formes que l'auto-organisation va prendre au cours de l'histoire et de la lutte des classes, ça dépend du développement de la lutte des classes, ça dépend du niveau de radicalité, ça dépend du niveau d'affrontement, etc. Et pour dire un exemple prendre exemple sur les coordinations des années 80, c'est des exemples très intéressants, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur comment la bureaucratie syndicale elle est très délégitimée, du coup il y a des phénomènes qui lui échappent totalement, des cas d'auto-organisation, des coordinations où les ouvriers s'organisent à la base et qui s'imposent, y compris comme interlocuteurs par exemple dans les négociations avec l'État. C'est le cas d'Air France. Joël il a écrit une brochure très, très intéressante qui explique en tout cas l'expérience de 88, et après il y a eu des grèves derrière en 93 aussi, mais en 88, et il explique, c'est un exemple moins connu. On a aussi une camarade qui a écrit un mémoire, Léa, sur les coordinations cheminotes en 86, que je vous conseille parce qu'il est très, très, très bien aussi, qui permet de voir énormément de choses. Et pour l'exemple d'Air France, justement, par exemple, dans la brochure, Joël, il explique, mais il pourra intervenir après, ces coordinations, elles regroupaient des syndiqués et des non-syndiqués de Orly, de Roissy, et ils regroupaient aussi un comité de grève qui regroupait, si j'ai bien compris, plutôt des dirigeants syndicaux à Toulouse, et qui vont se constituer en coordination nationale. Et une des premières choses qu'ils vont dire et qu'ils vont exiger, c'est que les trois organisations syndicales qui disaient soutenir le mouvement ne signent rien, ne négocient pas dans le dos des grévistes, quoi. C'est une des premières choses qu'ils mettent sur la table. Ils disent, nous, on est les ouvriers, on est auto-organisés, etc. Les trois organisations syndicales qui disent soutenir notre mouvement, ils n'ont pas le droit d'aller négocier dans notre dos. Et ça, c'est une question très importante. Bon, après, il y a énormément de choses intéressantes à voir. Ils font des actions d'extension de la grève, par exemple, qui après, c'est porté beaucoup par les militants révolutionnaires, et c'est les directions syndicales qui vont freiner ces expériences-là, notamment des tensions vis-à-vis de la RATP, des rentaires, etc. Joël, il fait une définition dans sa brochure que moi j'ai beaucoup aimée. Il dit la coordination, il définit la coordination comme contrôle démocratique de la lutte pour tous. C'est l'accès à tous de toutes les informations, la discussion par tous des formes et des objectifs du mouvement, le vote des assemblées générales pour prendre des décisions, seule garante de l'unité syndicale sur des bases correctes, pour faire en sorte que ce qui prime, ce ne soit pas les intérêts des appareils, mais la volonté de la base qui s'impose et impose ses revendications, ses règles, ses actions, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il dit aussi un truc que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que le rôle de ces cadres d'auto-organisation, il peut évoluer au cours même de la lutte. En fait, c'est pas un truc figé, quoi. C'est-à-dire que, comme disaient, les cadres d'auto-organisation vont émerger de manière différente selon la radicalité, selon les processus de la lutte des classes. En fait, pareil, il dit, par rapport à la coordination d'Orly, il dit des simples postiers de l'information et surveillants des syndicats, ils passent à des moteurs de l'action, ranimant la flamme là où c'est nécessaire, etc. Donc, quelque part, ces coordinations, elles vont avoir un rôle, par exemple, dans les années 80, un rôle très important pour maintenir le front syndical. C'est-à-dire qu'il y avait un front syndical qui soutenait la lutte.
comme les ouvriers, ils étaient auto-organisés à la base et ils étaient en mode, voilà, tu ne vas pas nous trahir, ils réussissent en fait à faire en sorte qu'il n'y ait aucune organisation syndicale qui aille signer un accord contre ce que les grévistes décidaient. Cet exemple, par exemple, de comment l'auto-organisation oblige à maintenir le front syndical, c'est quelque chose qu'on a vu aussi pendant la grève d'Honnête. Je ne sais pas s'il y a une plus petite échelle, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, on dit les 45 jours de grève d'Honnête, le fait qu'il y ait un front de Sudrail, EFO et la CFDT du jamais vu dans le nettoyage, c'est parce qu'il y avait les grévistes, les assemblées générales, tous les jours, pendant 45 jours, des grévistes qui disaient, y compris voter des délégués pour aller négocier, etc. Donc ça, c'est très intéressant et je pense que ça permet de voir aussi, quelque part, à travers des exemples peut-être plus historiques, mais comment l'auto-organisation peut jouer un rôle dans la lutte aujourd'hui, à quel point c'est important, même pour des victoires partielles, hein, pour obtenir des choses, pour ne pas se faire trahir à tout moment. Et à une échelle plus petite, en France, dans la lutte des classes plus récente, on a pu voir des expériences qu'on a pu faire nous, la coordination RATP-SNCF, voilà, qui a été, ça n'a pas été une direction alternative de la grève, mais ça a été un contre-pouvoir de la base gréviste. Vraiment, le truc de la trêve que disait Clément tout à l'heure, c'est clairement ça. Enfin, ils avaient signé la fin de la partie et c'est parce qu'il y avait la coordination et que les grévistes étaient auto-organisés, etc., qu'on a pu tenir les 2 semaines de vacances de Noël, quoi. Il y a l'exemple de Grand Puy avec le comité de grève, la commission des femmes aussi, enfin, et des familles des travailleurs, le lien aussi avec les écolos, enfin tout ça c'est des choses qui sont importantes et on pourrait en citer d'autres, la grève d'Honnête, les exemples à Neuhauser, les tentatives qu'on a fait dans l'aéro, etc. Et du coup de tout ça, pour moi ça interroge sur 2 éléments qui sont importants et que j'aimerais bien qu'on puisse aborder aussi dans la discussion. D'une part, c'est la question du lien entre les cadres d'auto-organisation et les syndicats. Parce que nous, on n'est pas anti-syndicats, on est tous ici, enfin pour ceux qui travaillent ou qui sont dans le monde du travail, on est syndiqués, on construit nos syndicats, on les anime souvent, on joue un rôle, voilà, on essaye de convaincre nos collègues de se syndiquer, etc. On n'est pas anti-syndicats. Mais par contre, comme je disais, la bataille qu'on mène, c'est pour construire des fractions révolutionnaires, qui est la question de l'hégémonie ouvrière comme boussole. Il y a le topo de GG demain qui reviendra plus précisément sur ces questions-là, sur la question de comment on construit des fractions révolutionnaires dans les syndicats. Et ça, enfin voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est une question évidemment centrale. Comme ces organisations syndicales, même si on les construit, etc., comme je disais tout à l'heure, elles ne regroupent qu'une petite partie de la classe, souvent les secteurs les plus aisés, dans les moments de lutte, on est obligé, on pense que c'est nécessaire de construire des cadres d'auto-organisation. Et Trotsky va appeler ça, dans le programme de transition, il va appeler ça des organismes ad hoc. Il va dire ça, et je vous cite, c'est vraiment très court, il dit « Les syndicats, même les plus puissants, n'embrassent pas plus que de 20 à 25% de la classe ouvrière, et encore aujourd'hui, c'est même pas ça, et d'ailleurs, ces couches les plus qualifiées et les mieux payées. La majorité la plus opprimée de la classe ouvrière n'est entraînée dans la lutte qu'épisodiquement, dans les périodes d'essor exceptionnel du mouvement ouvrier. À ces moments-là, il est nécessaire de créer des organisations ad hoc qui embrassent toute la masse en lutte, les comités de grève, les comités d'usine et enfin les soviets. » Donc Trotsky va insister beaucoup sur cette question de à la fois construire les syndicats, mais ne pas rester coincé là-dedans et au contraire, quand il y a des moments de lutte des classes, construire les cadres d'auto-organisation. Et comme je disais tout à l'heure, ça encore, c'est pas suffisant. Il y a derrière le rôle du parti qui est fondamental. Donc c'est pas juste construire des cadres d'auto-organisation. Et souvent c'est que les révolutionnaires qui cherchent à construire des cadres d'auto-organisation en réalité, justement pour essayer de se nourrir des nouvelles formes de pensée, des problématiques en fait qui émergent de la base en fait et pouvoir les porter jusqu'au bout. Ça c'est aussi le rôle du parti. Voilà, donc là j'ai fait le plus gros, donc vous pouvez être rassurés, ça ne va pas durer beaucoup trop longtemps. Non, mais je voulais finir cette intro et puis après, vraiment, enfin, ça serait super que vous
soyez nombreux à prendre la parole et qu'on fasse une discussion par rapport à tout ça. Mais je voulais finir en fait par quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important, c'est pourquoi, parce que souvent on dit on construit les cadres d'auto-organisation, la question du rôle du parti, la question du programme, etc., l'hégémonie ouvrière, tout ce qu'on a dit. Et nous, je voulais insister sur pourquoi l'importance de la lutte politique contre les directions réformistes, qu'elles soient syndicales ou politiques, du mouvement ouvrier, et aussi contre la logique qui prédomine, en tout cas de notre point de vue, au sein de l'extrême gauche en France. Et pourquoi quelque part, ils ne cherchent pas, ou pas jusqu'au bout, ou pas réellement à construire des cadres d'auto-organisation qui est donc in fine l'hégémonie ouvrière, l'hégémonie de la classe ouvrière, et voilà, et pourquoi ils n'ont pas ça comme objectif. Bon, déjà, en ce qui concerne les directions syndicales, les directions réformistes politiques ou syndicales du mouvement ouvrier, la réalité, c'est que leurs objectifs ne sont pas compatibles avec la question de l'auto-organisation. C'est-à-dire que d'une part, on a ceux qui pensent la classe ouvrière comme une base de manœuvre électorale, c'est-à-dire que voilà, ils sont contents qu'il y ait beaucoup d'ouvriers qui votent pour eux, mais on peut penser à la France Insoumise, à la NUP, etc. Mais ils les pensent comme une base de manœuvre électorale, c'est-à-dire des gens qui vont leur apporter des voix, etc. Ou quand il s'agit des directions syndicales, la classe ouvrière est pensée comme une base de manœuvre pour négocier, pour le dialogue social, etc. Donc leurs objectifs, quelque part, sont incompatibles avec la question de l'auto-organisation, avec le fait de justement développer et laisser place aux tendances les plus radicales qui peuvent exister dans la classe, à une prise de conscience de la classe ouvrière, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont pas dans le sens de leurs objectifs à eux, donc c'est normal, quelque part, qu'ils les développent pas. Je sais pas quelle heure il est. Oui, je disais les organisations syndicales parce qu'ils les utilisent comme base de manœuvre pour le dialogue social et les directions réformistes politiques parce qu'elles les considèrent comme une base de manœuvre électorale, quoi. Pour ce qui est de l'extrême gauche, il y aurait beaucoup de choses à dire, en fait, je pense, pour les camarades qui militent dans des endroits où on est un peu en lien avec des camarades, que ce soit du NPA, de Hello, de lutte ouvrière, etc., sur les expériences plus récentes. Mais je laisse ça, les camarades des différents secteurs, revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Mais il y a une chose intéressante à mon avis. Après l'expérience des coordinations justement des années 80, dont on a rapidement parlé là, en fait, ou des militants à cette époque-là, il y a des militants révolutionnaires, que ce soit de la LCR à l'époque, de lutte ouvrière, qui ont essayé de jouer un rôle, que ce soit dans les coordinations cheminotes, les coordinations à Air France, etc. Et je pense que de cette expérience-là de la lutte des classes des années 80, le patronat a tiré des leçons très importantes parce que derrière, en 95, déjà, je pense que les organisations syndicales même ont tiré des leçons parce que contrairement aux coordinations des années 80 où elles ont mis des jours et des jours et des jours à soutenir les grèves, c'est-à-dire que tu avais un truc, une parenthèse, mais c'est vraiment graphique, à la SNCF, la CGT cheminot faisait des piquets de travail. C'est-à-dire que les gens, ils étaient en grève, et la CGT, pendant une semaine, la première semaine de conflit, elle organisait des piquets de travail devant les centres pour que les gens, au lieu de faire grève, ils aillent bosser. Enfin, pour vous dire à quel point. Ça, évidemment, parce qu'elles pensaient, elles espéraient que ça allait se casser la gueule. Ça n'a pas été le cas, ça s'est généralisé, c'était une grève nationale, etc. Ça s'est étendu à tout le pays. Et du coup, derrière, ils ont tiré aussi des leçons de ça. Ils ont dit, ouais, peut-être qu'on ne va pas laisser justement la base radicalisée faire des coordinations. On va plutôt essayer de prendre en main avant que ça s'envenime. Donc, je disais, les directions syndicales ont tiré des leçons. Et en 95, à mon avis, elles tirent la leçon de ça et ils soutiennent le mouvement. Ils se mettent à contrôler beaucoup plus rapidement. Et le patronat même tire des leçons aussi de ça. Et va très rapidement, en 95, à chercher à demander
le dialogue, les négociations avec les directions syndicales. C'est-à-dire que pour le patronat, évidemment, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus... voilà, ils ont plus intérêt à négocier avec des directions syndicales qui vont chercher à contenir la colère, etc., que d'avoir la base gréviste déchaînée, voilà, auto-organisée, radicalisée, etc. Donc ils tirent la leçon de ça. Et je pense que l'extrême gauche en France, en tout cas pour ce qui est de la LCR et LO à l'époque, ils n'ont pas réellement capitalisé leur expérience dans les années 80 d'un point de vue de révolutionnaire. Et Joël, il me racontait par exemple que souvent, je lui demandais en fait s'il connaissait Dominique Malveau, qui est un camarade cheminot qui a été un des piliers aussi de la grève à la SNCF à cette époque-là, qui a été c'est un des fondateurs du Sudrail par ailleurs après. Et il me disait qu'ils ne se connaissaient pas vraiment, alors qu'ils étaient dans la même organisation. Et il me disait en gros chacun était un peu dans son coin, on n'était pas très en contact, on ne savait pas trop ce que faisaient les autres, etc. Et je pense que évidemment que ça a des conséquences derrière dans la construction, c'est-à-dire que toi tu interviens pas dans une grève, dans un phénomène important comme ça de la lutte des classes, avec une stratégie, avec un parti, une organisation derrière qui t'aide à penser les problèmes, qui te donne des outils aussi pour intervenir, etc. Forcément, ça a des conséquences. Et derrière, je pense en 95, il suffit de regarder la presse, ou en tout cas les interventions de leur principal porte-parole, que ce soit Arlette Laguillet pour Lutte ouvrière ou Alain Krivine pour le NPA, ils critiquent très peu, voire pas trop, les directions syndicales à ce moment-là. Alors qu'en 95, Thibault, il y a même des documentaires, hein, je vous raconte, vous pouvez voir les images de Thibault même en personne en train de dire, Bernard Thibault c'était le patron de la CGT à ce moment-là, et en gros il explique que c'est lui-même qui a rédigé le protocole de fin de conflit, de manière, il dit j'ai rédigé ça pour le gouvernement, de manière à ce que les cheminots acceptent de reprendre le travail. Enfin, en gros, il a rédigé d'une manière que ça passe, quoi, tu vois. Enfin, et vraiment, il le dit comme ça. Il le dit tout fièrement, ouais, j'ai rédigé le protocole de fin de conflit pour que ça soit acceptable par les cheminots, quoi. Donc voilà, la trahison ouverte de la CFDT à l'époque, etc. Donc pour dire à quel point, et ça, c'est la bataille contre les bureaucraties syndicales, à ce moment-là, par exemple, l'extrême gauche, elle aurait dû, à mon avis, jouer un rôle beaucoup plus important de critique et tout ça. Et par la négative, et après je vais passer à la conclusion, sinon ça va être trop long, mais par la négative, sur la question de l'auto-organisation, l'exemple de mai 68, on n'est pas du tout rentré là-dedans, mais l'exemple de mai 68, par la négative, il est très intéressant parce que mai 68, c'est 10 millions de grévistes. C'est la grève la plus importante de l'Occident, la grève générale, voilà, une alliance avec le mouvement étudiant, c'est énorme en fait. C'est vraiment ce qu'a déployé la classe ouvrière en mai 68, c'est énormissime. Et comme il n'y avait pas d'auto-organisation, que le fait, évidemment, les directions syndicales n'ont pas cherché à la construire, les directions syndicales restent les interlocuteurs du gouvernement pour les négociations, signent les accords de Grenelle et arrivent à canaliser la plus grosse grève de l'histoire de l'Occident, 10 millions de grévistes, une alliance avec la jeunesse explosive, etc. Ils arrivent à la canaliser et à faire en sorte que la canaliser dans une lutte purement revendicative, c'est-à-dire augmentation de salaire, une augmentation qui par ailleurs est bouffée par l'inflation quelques mois après, etc., etc. Donc en fait, ils ont par leur rôle de négociation et comme il n'y avait pas d'auto-organisation, en fait, ces phénomènes-là, cette énorme énergie déployée par la classe ouvrière, elle est canalisée dans une lutte purement revendicative. Donc ça, c'est le manque d'auto-organisation quelque part qui permet ça. Et après, je centrais... je vais laisser ça pour le débat parce que sinon je pense que ça va être trop long. Donc je disais pour revenir, parce que c'est vrai, sur la question je centrais beaucoup là, ces dernières parties sur les questions des négociations, parce qu'à mon avis c'est très parlant. Enfin, je sais pas si ça vous a parlé, mais moi ça m'a, quand j'ai étudié le truc des années 80, etc., l'exemple là de mai 68 et tout, c'est assez parlant. Voilà, je centrais ça sur la question des négociations, mais la question de la stratégie révolutionnaire de l'auto-organisation, comme on disait pendant toute la première partie, c'est
autour de la question de l'hégémonie ouvrière, c'est très important. C'est-à-dire que pour forger une alliance, pour construire une auto-organisation qui dépasse les corporatismes syndicaux, qui dépasse les frontières de chaque secteur, etc., la question de comment on construit l'hégémonie ouvrière est une question centrale. Et pour ça, la stratégie révolutionnaire, c'est pour ça que la stratégie révolutionnaire, elle part elle part quelque part de la réalité actuelle de la classe, quoi. C'est-à-dire quand on a une classe ouvrière qui est féminisée, qui est racisée, qui est précaire, etc., etc. Bah oui, quand on parle des droits des femmes, quand on défend les revendications, par exemple, sur les questions féministes, on est en train de défendre 40% de la classe ouvrière qui est féminisée, par exemple. Donc, penser ces questions-là, pour nous, partir de cette réalité-là, elle est fondamentale. Et quelque part, d'un point de vue de la pratique politique, de ce que nous, on peut porter, ce qu'on peut défendre dans notre militantisme, c'est d'une part de mener la lutte politique au sein des directions, au sein des syndicats, au sein des organisations syndicales, pour créer ces jonctions, créer ces alliances et prendre à bras le corps aussi les revendications du reste des secteurs opprimés. Et aussi, et ça c'est pas moins important par ailleurs, parce qu'on est dans une époque où il y a eu des mouvements écolos, des mouvements féministes, des mouvements antiracistes, etc. Mener la bataille politique aussi au sein de ces mouvements-là, de ces organisations qui ont aussi des directions qui cherchent à les séparer de la classe ouvrière, mener une bataille là-dedans aussi pour qu'ils embrassent l'alliance, la nécessaire alliance avec la classe ouvrière, et ils comprennent aussi que c'est déterminant pour la question de gagner face au patronat. Et un mot pour dire pourquoi, je pense qu'on est tous convaincus, je sais pas, mais je vais dire un mot quand même au cas où, mais sur la question de la force sociale de la classe ouvrière. Pourquoi c'est important, pourquoi on pense que la classe ouvrière elle a entre les mains la possibilité de tout arrêter. Je sais pas, il suffit de voir, ça va être vite parce que je pense que c'est assez graphique, mais quand on a les travailleurs de la pétrochimie, de l'agroalimentaire, des transports, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, etc. Si tout ça s'arrête, évidemment que la machine capitaliste s'arrête. Donc c'est pour ça que cette alliance, la question de l'hégémonie ouvrière, c'est pas parce qu'on pense que les ouvriers sont beaux, c'est qu'ils ont un pouvoir, une force sociale en fait qui est en capacité, ils sont beaux aussi, mais ils ont une force sociale en fait de tout arrêter. Et ça c'est important, et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les secteurs les plus stratégiques entre guillemets de la classe ouvrière, que ce soit dans les transports, dans la pétrochimie, dans les secteurs qui ont un pouvoir de frappe plus important, la bureaucratie syndicale elle est beaucoup plus forte, quoi. Elle tient beaucoup plus une main de fer, le mouvement ouvrier. Même si, y compris ces dernières années, en France, on peut analyser aussi une forme de crise du PCF, qui était la principale organisation qui dirigeait la CGT pendant des années et des années, par exemple. Mais bon, dans tous les cas, je pense, et on peut le voir, y compris à la RATP, je pense avec la difficulté, ça va pas, la bataille contre la bureaucratie syndicale, ça va pas se faire de manière pacifique. Ça c'est clair, ils vont nous attaquer, ils vont chercher à nous isoler, même quand ils ont peu de pouvoir et peu d'ancrage, ils vont continuer de le faire. Donc voilà, donc pour vraiment finir, 2-3 mots, aujourd'hui on est en train de voir, moi je disais hier à la table ronde de Nouvelle Génération Ouvrière, je disais, il y a un problème aujourd'hui, c'est que la question qu'on doit se poser quelque part, c'est comment on transforme les processus révolutionnaires en révolution socialiste quelque part, pour prendre l'exemple par exemple des révolutions arabes qui peuvent se finir très mal par ailleurs, avec des dictatures, etc. Ou ne serait-ce que les révoltes qu'il y a, on peut voir les grèves au Royaume-Uni, au Sri Lanka, etc. Comment on fait pour que ces révoltes-là, elles se transforment en révolution? Et de ce point de vue-là, la question de l'hégémonie ouvrière et les outils pour la construire, donc les cas d'auto-organisation, la stratégie soviétiste, etc., sont d'une actualité évidemment brûlante. Et pour le dire autrement, la question de la construction de l'hégémonie ouvrière est pour nous une question qui est très liée à la stratégie. Et le moyen de le construire, c'est pour nous la question de développer les cas d'auto-organisation et prendre chaque expérience dans la lutte des classes quelque part comme une petite école de guerre de ça.
C'est-à-dire que tout ce que je viens de raconter, ça peut paraître très déconnecté, mais en réalité, la question et le débat qu'on doit faire, nous, aujourd'hui, c'est à quel point on va s'en servir de tout ça pour toutes les expériences dans la lutte des classes. Nous, on utilise beaucoup l'idée d'école de guerre aussi, comme voilà, que chaque lutte, chaque grève qu'on mène, chaque expérience dans la lutte des classes est pour nous une école de guerre. On est en train de se préparer à ça, et que cette question de comprendre profondément le rôle de l'hégémonie ouvrière dans notre stratégie, la question de l'auto-organisation est pour nous fondamentale, et sans ça, en fait, on va aborder, sans ce recul, on va aborder toutes les grèves, toutes les luttes, etc., de manière partielle, de manière avec toutes les pressions qu'il y a dans l'ensemble des secteurs où on est, d'ailleurs, au corporatisme, etc. Les directions syndicales nous poussent à ça. Donc si on n'a pas cette clarté stratégique, à mon avis, et ça vient aussi du rôle du parti, l'opérateur stratégique pour nous, c'est le parti, qui peut nous donner cette boussole-là. C'est quelque chose on va rater les occasions, en tout cas pour se renforcer. Et j'avais prévu de finir mon topo sur une phrase que Adrien m'a volée hier. dans sa conclusion, qui est une phrase qui est très, à mon avis, très profonde. Enfin, c'est vrai que quand on la lit comme ça, et c'est une phrase très importante. C'est une des principales leçons que Trotsky va tirer de la Révolution espagnole, dans un texte très très beau que je vous invite à lire, qui s'appelle Classe, Parti et Direction. Il dit: la victoire n'est pas le fruit mûr de la maturité du prolétariat. La victoire est une tâche stratégique, c'est-à-dire que ça se fait pas tout seul. Donc voilà. La musique.